grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Bonnes vacances aussi à vous toutes et à vous tous si vous nous suivez. Sachez que, vous le savez, En route pour demain, c'est chaque semaine, à la fois sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur BFM Business. Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Salut Pauline. Salut François. Je crois qu'on peut rebaptiser l'émission de cette semaine. En route pour l'espace, on a décidé de l'appeler. Voilà, on va se faire plaisir. Une spéciale espace pour quasi terminer la saison, avec au sommaire donc. Et du coup, on va parler d'espace, on va parler de véhicule spatial. Mais qu'est-ce qu'un véhicule spatial, François? Pascal Samama va tout nous expliquer. Il va tout nous dire. Et puis tiens, on fera le point aussi sur les différents projets, à la fois européens, américains, pour cette course à l'espace, avec la Lune bien sûr, et puis plus tardivement Mars sans doute. Et puis une fois qu'on sera arrivé sur Mars, faudra bien se déplacer sur cette planète. Et c'est là qu'intervient Venturi, cette société monégasque qui est en train de développer un véhicule dédié à l'espace pour se déplacer sur les planètes. Voilà, c'est top. Un rendez-vous exceptionnel donc, qu'on peut rebaptiser, vous l'avez compris, En route pour l'espace. Bienvenue. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et oui, bienvenue dans En route pour demain. Pauline, c'est vrai qu'on pourrait rebaptiser cette émission En route pour l'espace parce que les déplacements de demain, ce sera sans doute aussi dans l'espace. Il faudra y compter. Peut-être vers la Lune, certainement vers Mars, si on en croit Elon Musk. Mais du coup, il nous faudra des véhicules pour tout ça. Pascal Samama, bonjour. Bonjour à vous deux. Journaliste à BFM Business. Alors, qui est souvent dans la Lune d'ailleurs, ça tombe bien. Ah, ça depuis tout petit. Comme disait Jacques Prévert. C'est vrai, oui. Ça te va bien. Mais du coup, sur la Lune, quand on pense espace, on pense fusée, mais en fait, on parle de véhicule spatial officiellement. C'est quoi un véhicule spatial? Alors, véhicule spatial, c'est un terme générique pour expliquer, pour décrire tous les engins de locomotion qui partent depuis la Terre vers l'espace et qui iront après sur une planète pour se déplacer sur la planète. Alors, dans les véhicules, il y a d'abord les lanceurs. Les lanceurs, c'est des véhicules. Leur rôle, c'est de placer un autre engin spatial dans l'espace. Il y a les stations spatiales qui sont aussi des véhicules. C'est des stations, mais elles bougent. Elles bougent pour aller d'un point à un autre et pour contrôler, prendre des photos, faire de la recherche scientifique. C'est des bases pour accueillir les astronautes. Et il y a aussi, bien sûr, les satellites qui sont considérés comme des véhicules et qui servent à recueillir des informations de toutes sortes, météorologiques, renseignements militaires, enfin bref, télécommunications civiles, bref, toutes sortes d'informations et de renseignements. Bon, alors, donc il y a les véhicules pour aller dans l'espace. Mais après, quand on sera sur une planète, on verra laquelle, ça sera dans un second temps, il faudra se déplacer sur cette planète. Et on ne va pas se le faire à pied. Bah non. Évidemment, on ne va pas se le faire à pied. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a créé des buggy. Il y a des systèmes qui existent. Le premier a été créé par la NASA il y a 50 ans. C'était une espèce de buggy lunaire. Alors oui, effectivement, ça ressemble à des véhicules tout-terrain, à des buggy normaux. Il y a des roues, il y a un châssis, il y a une espèce de coque pour protéger les occupants si ça se retourne. Mais c'est bien plus compliqué parce que ils doivent disposer de suffisamment d'énergie. L'énergie doit pas être de l'essence, évidemment, c'est une énergie renouvelable, généralement de l'électrique et puis généralement de la recharge solaire. Et puis surtout, ça doit être adapté, bien sûr, à l'environnement spatial, à un environnement sans atmosphère. Ça doit pouvoir communiquer entre la base et le buggy, mais aussi, pourquoi pas, avec la Terre et avec les bases spatiales installées sur d'autres planètes. Ça doit aussi pouvoir se géolocaliser. Et dans l'espace, on géolocalise plus difficilement, bien sûr, que sur la Terre. Et je crois que dans le rover qui se balade actuellement sur Mars, il est rechargé par une pile à combustible, en fait. Il y a une petite centrale nucléaire qui lui produit de l'énergie pendant des années. Je crois que c'est 10 ans. C'est 10 ans, mais c'est très lent, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, c'est assez difficile à déplacer, c'est coûteux, c'est dangereux. Non, globalement, on part sur d'autres pistes et on part sur la piste de l'énergie solaire. Il y a quand même des buggy qui sont équipés de panneaux solaires. Le soleil n'est pas loin et irrigue quand même en lumière presque toutes les planètes, sauf certaines parties de la Lune, ça on le sait, mais l'autonomie va permettre de s'y déplacer. Mais alors du coup, finalement, entre le cahier des charges demandé, les contraintes entre nucléaire, panneaux solaires, etc., finalement, c'est une course industrielle parce que... c'est une course industrielle et le plus marrant, c'est que ça mixe toutes les industries. Ça mixe bien sûr l'industrie aéronautique, mais aussi l'automobile qui est super impliquée. Il y a Michelin qui travaille avec des entreprises aéronautiques pour développer des pneus
pour se déplacer. On en a vu à Vivatech, on en a parlé, ce fameux pneu sans air qui peut se déplacer n'importe où. Il y a des gens de la robotique, il y a des gens de l'énergie, bref, il y a toutes les industries qui se mettent ensemble. Et puis, cette course, elle s'est surtout développée avec le projet Artemis. Le projet Artemis, c'est une mission que lance la NASA pour lancer un vol habité en 2025. Et il leur faut des véhicules. Et là, tout le monde s'y met. Alors, il y a Northrop Grumman qui s'est associé justement à Michelin pour créer un véhicule. Sur le dernier CES, qui était, François, il y a General Motors et Lockheed Martin qui ont montré juste une vidéo. Ils ont montré le concept du projet qu'ils comptaient proposer à la NASA pour Artemis. Il y a les Asiatiques, de leur côté, qui ne sont pas dans le projet Artemis, mais qui développent aussi. Oui, Hyundai, Toyota, Lexus. Exactement, Lexus, des marques tout à fait, qu'on voit tous les jours dans les rues de Paris. Et face à eux, il y a une start-up, il y a Venturi. Venturi, tout le monde se rappelle de les voitures Venturi, la moto Venturi, la plus belle moto et surtout la plus rapide du monde, une moto électrique, qui se lance dans ce projet. Ils sont associés à Astrolab pour créer des véhicules de transport. Ils veulent devenir l'UPS, le FedEx, le Uber spatial. Il va leur falloir bien sûr développer, mettre au point des véhicules endurants avec une belle autonomie et puis surtout pas très gourmands en énergie. Et Venturi, ils seront avec nous en fin d'émission tout à l'heure, Pascal. Voilà. Exactement. Merci Pascal Samama. Nous te laissons tourner en orbite. Exactement, j'y retourne avec plaisir. Non, tu restes pas trop loin quand même pour qu'on puisse te solliciter de temps en temps. Merci Pascal. Allez, on enchaîne avec notre second invité dans En route pour demain, En route pour l'espace. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Bon, alors on le voit, il y a un vrai regain d'intérêt pour l'espace. Il y a des missions qui se montent partout. Il y a aussi des acteurs privés qui arrivent. Christophe Bonal, bonjour. 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 Vous êtes expert à la direction des lanceurs du Centre national d'études spatiales, donc le CNES. Du coup, pourquoi, d'un coup d'un seul, la Lune, Mars, qui nous faisaient rêver mais qui semblaient un petit peu mis de côté, les missions spatiales sont revenues sur le devant de la scène? Pourquoi tout le monde veut aujourd'hui aller dans l'espace? Voilà, la question piège par excellence. À mon avis, mais là c'est mon interprétation. Si vous voulez, on a vécu toutes les années de missions un peu institutionnelles, traditionnelles, etc. Là, on arrive à une période où, ça y est, on a développé toutes ces techniques. Enfin, les agences ont développé toutes ces techniques. On les met à disposition. Et ça y est, maintenant, on peut se mettre à rêver à l'étape d'après. Et donc, vraiment, l'espace beaucoup plus commercial, ce qu'on appelle l'espace 4.0, avec des nouvelles activités, on arrive à avoir des rêves de missions qui n'existaient pas avant. Notamment grâce à un accès très simplifié à l'espace aujourd'hui. Si vous comparez Ariane 6 à Ariane 5, Ariane 6, c'est une petite révolution quand même par rapport à Ariane 5 au niveau simplicité, opération, etc., etc. Et donc ça va vraiment être le cheval de course pour les années qui viennent, qui va nous permettre d'étendre notre domaine. Bon, là, je parle d'Ariane 6, bien sûr, mais c'est pareil pour Falcon 9 aujourd'hui, c'est pareil pour... La grande question, ça va être Starship. Si Starship réussit, et on y croit tous, j'essaie de toucher du bois, mais il n'y en a pas, si Starship va réussir, ça va être une révolution, réellement, au niveau du type de mission qu'on va pouvoir réaliser et autres. Donc ça y est, on commence réellement à y penser, on commence à ouvrir l'imagination sur ce qu'on peut faire grâce aux moyens dont on dispose aujourd'hui. Avec une réalité business, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'argent derrière tout ça aussi. Totalement, c'est ce qui va motiver ces acteurs privés qui avant, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait que les institutionnels qui s'y intéressaient. Totalement. Il y a bien toujours quand même cette dualité. C'est-à-dire, on continue et on fait énormément de progrès au niveau de l'espace au bénéfice des citoyens. Notamment, je pense à tout ce qui est mission environnementale. Bon, il y a très peu de business là-dedans. On est quand même bien dans un domaine observation de la Terre, dans un domaine qui est quand même assez fortement institutionnel. Et par contre, en parallèle, il y a tout ce qui est business, nouvelles missions, justement, alors qui peuvent être des missions d'observation de la Terre, je pense à Planète, par exemple, ou autre. Mais, si vous voulez, on garde cette dualité. Il n'y a pas abandon de l'un au bénéfice de l'autre. Les deux sont fondamentaux et on continue les deux. Donc pour vous, par exemple, le tourisme spatial, c'est pas simplement le rêve de quelques milliardaires qui ont envie d'emmener leurs amis, c'est quelque chose qui, demain, aura une réalité commerciale et pourra être
possible Démocratisé pour aussi. un plus grand nombre de voyageurs. Et voilà, deuxième question piège. Tourisme spatial, c'est autre chose. Ça dépend de ce qu'on appelle tourisme spatial. Déjà, vous savez, il y a le tourisme suborbital, où on fait juste une petite virgule, où on monte à 100 km d'altitude. Pour voir la rotondité Et de puis la après, Terre. voilà, Qui on est voit la encore en rotondité de la apesanteur. Terre, pas très longtemps, il faut regarder quand même assez vite. Et puis il y a le tourisme orbital, où là vous allez, vous êtes un vrai astronaute, un peu moins entraîné, avec un peu moins de fonctions au point de vue orbital. Là, toute la question, c'est quand même quelle utilité ce type d'activité peut-il avoir, si vous voulez. Et là, soit c'est une activité un peu trop personnel, égoïste, j'allais dire, entre guillemets. Bon, et là, ok, très bien, hein, c'est excellent que ça se développe, mais évidemment, à titre tout à fait privé, il n'est pas question qu'une agence comme le CNES, responsable des deniers du contribuable, mette un centime là-dedans, quoi. Par contre, après, évidemment, c'est un accès facilité à l'espace pour de plus en plus de monde. On n'est pas encore dans le tourisme de masse, hein, mais pour de plus en plus de monde, et avec une facilité pour l'avenir qui permet d'envisager des super hôtels dans l'espace ou voir sur la Lune ou autre, etc. Avec un bémol. Attention, c'est du spatial, c'est dangereux. Et donc, c'est dangereux. Il faut comprendre que, quelle que soit l'activité qu'on fait au niveau tourisme spatial, par exemple, il faut un moteur fusée pour aller dans ce sens-là, au lieu d'aller... Un moteur fusée, c'est 3000 degrés dans la chambre de combustion. Oui, donc forcément, statistiquement, il y aura des accidents, il y aura... Aujourd'hui, les meilleurs lanceurs du monde, bon, je ne vais pas encore refaire de la pub pour Ariane 5, mais les meilleurs lanceurs du monde tournent à 2 ou 3% d'échecs. Falcon, donc, etc. Voilà. Et quand il y a des humains... Donc, quand vous multipliez le pourcentage d'échecs par le pourcentage d'humains, etc., bon, ça donne des éléments où on se posera la question, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Et là, si on peut répondre, je sais pas, c'est un Thomas Pesquet qui fait 50 expériences pendant 6 mois en bossant comme un fou, ça a vraiment du sens. C'est un très grand scientifique. Il a dit que c'était un sacrifice. C'est un très grand scientifique, si vous voulez, là, vraiment, au niveau de son labo. Hein, voilà. Par contre, si c'est juste pour je suis monté, j'ai regardé par la fenêtre, c'était beau. Hein, j'ai fait une petite vidéo, un post Instagram, c'est vrai que c'est différent. Là, c'est autre chose. Alors après, il y a les sujets qui nous passionnent, c'est, on va dire, le futur à moyen terme ou à long terme, c'est le fait d'aller explorer de nouvelles planètes. Alors la Lune, c'est pas nouveau, on l'avait fait en 69, mais visiblement, il y a des choses qui sont concrètes. Et puis après, l'étape ultime, Mars. Oui, tout à fait. Et ultime, alors je ne sais pas si c'est ultime, parce qu'il y a même d'autres idées pour aller un peu plus loin. On peut aller voir un peu les lunes de Jupiter, ou bien aller du côté de Saturne même. Mais bon, terre à terre, déjà, la Lune, c'est crédible. La Lune, ça a comme avantage que c'est dans notre banlieue proche, c'est à 3 jours. Mars, c'est 9 mois pour y aller. Enfin, c'est une mission qui dure 2 ans. C'est tout à fait autre chose. Hein. Oui, donc c'est pas la même histoire. La Lune, on sait le faire demain. Okay. Mars, il y a énormément de problèmes. Alors, pas trop techniques, c'est pas trop des problèmes d'ingénierie. On a les fusées, enfin, on imagine. Voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes du type psychologique, physiologique. Hein. Si vous cassez la jambe 2 jours après le décollage, pas grave, il suffit d'attendre 2 ans. Si vous voulez, et la Terre avec un petit point comme ça, avec laquelle vous ne pouvez pas communiquer en temps réel. Donc Mars, c'est un objectif ultime. C'est un vrai objectif. C'est un objectif qui permet de faire rêver, qui permet de diriger un certain nombre d'activités. Si vous regardez la chance d'être adhérent à l'association Planète Mars, là, vous avez tous les dossiers justement sur comment on y va, comment on combat les radiations, etc., etc. Donc, il y a des solutions à presque tout. On travaille sur les autres problèmes. Mars, on le fera, mais pas demain. Et donc, pour le moment, à court terme, préparons la Lune. Est-ce qu'on peut dire que la Lune, c'est un peu une répétition avant d'aller sur Mars ou pas du tout? Alors oui et non. C'est-à-dire, il y a énormément de différences entre la Lune et Mars, même au point de vue, du sol, au point de vue des équipements, au point de vue du régolithe, au point de vue de la microgravité. Donc, il est clair que en allant s'entraîner sur la Lune, en faisant des habitats lunaires, on apprend à faire de l'habitat martien. Mais même Mars a une atmosphère, la Lune n'en a pas, etc. Donc c'est quand même très différent. Par contre, le côté la Lune est nécessaire pour aller vers Mars, non.
Là, si on va vers Mars, on ne passe pas par la Lune, quoi. Donc la Lune est une bonne répétition sur un certain nombre de sujets. La Lune va permettre notamment d'aller essayer d'extraire de l'eau. Vous savez qu'il y a de l'eau là-bas, beaucoup d'eau, c'est phénoménal. Si on avait dit ça il y a 30 ans, on nous aurait pris une pour des profondeur fous. importante? Non, même pas profond, mais c'est au fond, il y a des cratères. Que le cratère Shackleton, qui est aussi au pôle sud de la Lune, et qui a une particularité qui ne voit jamais le Soleil. Et donc il y a eu probablement des comètes qui se sont crachés là-dedans et qui ont laissé des flaques de glace, d'eau, et froid, puisqu'il n'est jamais vu par le soleil, et donc où il suffit d'aller se servir. Alors il suffit d'aller se servir, pas évident, parce que faire marcher des robots dans des températures effroyablement froides, donc cassant et tout. On est à quelle température là? On est à moins de 200 et des poussières. Là, je ne veux pas dire bêtises, et puis mes collègues, mes collègues doivent être en train de rigoler. Pour décongeler tout ça. Exactement. Alors il y a des missions folles, donc sur les bords du cratère de Shackleton. Par contre, là, on a le soleil en permanence. C'est un peu compliqué à imaginer, mais bon, voilà. Et donc là, on peut avoir des concentrateurs solaires, des miroirs solaires qui chauffent la glace, qui la vaporisent. Et là, on a des miroirs très froids qui récupèrent l'eau. Et enfin, bon, donc en fait, on pense à aller sur la Lune, mais finalement à aussi ramener du coup des matériaux depuis la Lune. Alors après, il y a des matériaux sur la Lune, pas forcément ce qu'on aimerait trouver. Enfin, il y a des matériaux. Franchement, pas grand-chose. Pas très intéressant géologiquement, on va dire. Sur la Lune. Alors là, je vais encore me faire assassiner par les experts là-dedans. Mais je crois que le principal intérêt au niveau de la Lune, au niveau des ressources, c'est vraiment l'eau. L'eau qui est fondamentale, parce que l'eau, c'est évidemment... on fait pousser les salades, mais c'est également le carburant pour les fusées. Vous le dissociez, vous pouvez vous en servir. Bon, c'est vraiment... C'est la base de la chimie organique. Si vous voulez, là-dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, c'est la prochaine étape à court terme. Alors, qui aura besoin de bipèdes sur la Lune pour mettre tout ça en place, ou peut-être même pas forcément. Ça peut très bien être fait de façon robotique. D'accord. Mais à votre avis, le calendrier, la Lune, on y sera quand ? Et Mars, on y sera quand? Notre métier est un métier fabuleux. C'est vraiment, je dis toujours que c'est un roman picaresque. Vous savez, on tourne la page. Ah tiens, on a fait ça. On tourne la page et on regarde ce qu'il y a sur la page d'après. Il n'y a pas de délai. Il y a les défis. Malgré tout, il y a des projections, j'imagine. Bien sûr, mais les défis... Des dates butoirs, enfin pas butoirs, mais en tout cas des objectifs de Les date. défis sont très importants. Et donc, les défis sont très importants, mais on les relève. Et donc, au fur et à mesure qu'on les réussit, ça y est, on envisage la suite, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas réellement de date prévisionnelle garantie. Bon, maintenant... c'est les Américains qui seront les premiers, visiblement, non? Une Américaine. A priori. Non, mais je ne sais pas, peut-être une Chinoise. Peut-être une Chinoise. On verra. Et là, c'est quoi, dans les 5-10 ans, on va dire? 10 très probablement, 5 j'y crois pas, non. 5, et Mars, alors là? Mars, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant ça, notamment. Bon, mais Mars, après, c'est également une question, si vous voulez, après, quelque part, c'est une question de volonté. Bien sûr, de moyens. Et bien sûr, quand je dis volonté, je veux dire fric. On est d'accord. On appelle un chat un chat. Donc, il y a une question de volonté. Il y a pas mal de promoteurs, il y a pas mal de personnes qui ont ça comme idée, de manière à redonner un peu d'ambition, un peu de perspective à notre jeunesse. Pensez-vous, si vous allez, quand on parle dans les écoles d'ingénieurs, quand on parle de ce qu'on peut faire sur la Lune, sur Mars, etc., on voit les yeux qui papillotent. Donc ça c'est très important. Par contre, est-ce que c'est bien ça la priorité qu'il faut qu'on finance? Bon, ça se discute. Pour moi, la priorité, la priorité aujourd'hui, c'est quand même bien l'environnement de la Terre. Comprenons la Terre et essayons de voir ce qu'on peut y faire. Merci beaucoup Christophe. Christophe Bonal, donc expert à la direction des lanceurs du Centre national d'études spatiales de CNES. Et du coup, là, on va passer à notre deuxième invité, où on va parler véhicules, une fois qu'on sera arrivé sur la Lune et sur Mars. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région.
Alors imagine François, ça y est, on est arrivé sur la Lune, ou même Ok. sur Mars, allez, on voit loin. Les vacances commencent donc, Voilà, et il va bien falloir qu'on se déplace sur notre planète. forcément. Et là, Venturi intervient. Antonio Delfino, bonjour. 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 Donc vous êtes directeur et cofondateur du Venturi Lab. Et alors vous, votre mission, c'est de développer les petits véhicules qui vont permettre aux astronautes, à François et à moi en l'espèce, de se déplacer sur les planètes. Oui, exactement. On est plusieurs sociétés, donc Venturi, qui développent ce rover pour la Lune. Il faut juste, permettez-moi, de fixer un peu les conditions néfastes qui règnent sur la Lune, hein. On est très admiratif de l'espace. Il faut rappeler que c'est un environnement très néfaste. Il y a beaucoup de radiation, il y a des températures très basses. Donc le sol lunaire, spécialement au pôle sud, c'est entre moins 100 degrés et puis moins 170 degrés. Donc c'est extrêmement bas. Donc il faut des technologies qui permettent de résister à ces températures-là. Donc quand on voit des véhicules terrestres avec des batteries, des panneaux solaires qui résistent à cet environnement-là, vous comprenez qu'il faut remettre tout en question. Et c'est le rôle de Venturi Lab en Suisse, de Venturi Monaco à Monaco. On a un partenaire aussi à l'Ohio, c'est Venturi North America. Et finalement, un partenaire stratégique, c'est une entreprise 100% américaine. Donc c'est Venturi Astrolab, proche de SpaceX à Los Angeles, avec qui on collabore étroitement avec eux. Alors chez Venturi, vous connaissez quand même les véhicules extrêmes, parce que vous avez créé des véhicules pour l'Antarctique, vous avez créé des véhicules pour aller dans le désert. Le côté extrême, les technologies, vous avez déjà des choses en magasin quand même. Tout ça, c'est grâce à Gildo Pastor, hein. Gildo Pastor est quelqu'un qui n'a pas ou qui ne souhaite pas avoir un retour sur investissement dans l'immédiat, donc qui permet le rêve. Et pour faire des objets à haute performance, il faut du temps, bien souvent. Parce qu'on est confronté souvent à l'échec. Et en retour sur investissement, on va dire en court laps de temps, ne serait pas le bienvenu pour ce type d'activité-là. Donc il faut lui rendre vraiment hommage. C'est grâce à lui, c'est avec lui qu'on peut prendre du temps pour développer ces activités et ces technologies spatiales complexes pour l'environnement que j'ai décrit tout à l'heure. Quels sont les défis principaux? C'est l'autonomie, c'est la robustesse de ces engins qui, vous le disiez, vont être confrontés à des radiations, à des températures extrêmes. Quels sont on va dire, les défis aujourd'hui technologiques qu'on n'a pas sur Terre et qu'il faut remplir là-bas? Un des défis, ce sont les matériaux. Vous prenez des matériaux sur Terre, on les confronte à des températures qui vont de quelques centaines de degrés, et puis en négatif, on s'arrête à moins 50. Je disais tout à l'heure, on va aller dans l'autre sens, de moins 170 à moins 90. Donc certains de ces matériaux-là deviennent très fragiles. D'autre part, les électroniques, donc l'avionique, qui existe aujourd'hui sur Terre, et même, on va dire, pour certaines capsules spatiales, ne sont pas faites pour cet environnement-là. Donc il y a beaucoup de choses à redessiner. Juste pour donner un exemple, la NASA vient d'attribuer le mandat pour faire les nouvelles combinaisons spatiales. Impossible de réutiliser celles des années 70. Impossible d'utiliser celles de la station orbitale. Donc il faut reconcevoir. Et quand on dit reconcevoir, faire appel aussi à des matériaux qui n'existent pas. Donc pour le rover, il y a plusieurs parties, elles sont les décrites en détail ici, qui nécessitent le développement de nouveaux matériaux. Et l'autre point clé, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas tous ces matériaux et qu'une partie, il vous faut apporter de l'énergie pour les mettre en condition de les faire survivre à ces températures ou les faire vivre aussi. Donc on voit bien que la clé, ce sont les matériaux. Je ne dirais pas avant tout, mais c'est l'une des clés. Là, vous travaillez, du coup, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes proche de SpaceX, vous avez aussi candidaté à un programme avec la NASA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, justement, à quoi va ressembler ce véhicule sur lequel vous travaillez justement pour la NASA? Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit NASA, vous avez dit SpaceX. J'aimerais être clair là-dessus. La NASA a attribué un mandat à SpaceX pour faire une démonstration d'alunissage. La NASA, dans le cadre du programme Artemis, la NASA va bientôt rendre public, faire un appel d'offres pour des rovers pour les astronautes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va s'associer à la première mission, donc de la démonstration HLS, on dit, de landing, donc d'alunissage sur la Lune, pour mettre notre rover sur un Starship. Il y a déjà des rovers sur Mars.
qui donc, alors c'est peut-être une autre configuration, encore d'autres radiations, etc. Mais c'est dans des configurations extrêmes. Ça marche déjà. L'humain arrive à faire des choses. Alors permettez-moi de vous contredire. Mars, c'est beaucoup plus facile que la Lune. Ah, d'accord. Ah ouais. Pour plusieurs raisons. La température qui règne sur Mars, minimum, c'est environ moins 120 degrés. C'est acceptable. Et encore, on peut monter même à température ambiante. On peut monter à 10 degrés, 20 degrés. Ça dépend à quelle période de l'année et ça dépend à quelle latitude. Sur la Lune, vous avez une atmosphère qui est tenue aussi. Sur la Lune, vous avez des conditions, D'accord. on a cité tout à l'heure. Et ce qu'on veut faire, c'est aller au pôle sud. Donc on a parlé des radiations auparavant. Les radiations, ça sera une des contraintes principales. Donc aussi pour l'avionique et pour les astronautes. Donc aller au pôle sud permettra aussi de faire des bases où on peut facilement se protéger, parce que les radiations sont horizontales, ne sont pas verticales. Et il y a un intérêt très marqué à y aller là-bas. Il y a beaucoup d'eau au fond des cratères. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est ce que- Donc la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a énormément d'eau. Alors pourquoi il y a de l'eau, elle ne s'évapore pas? Ça pourrait être intéressant à le décrire. C'est de la glace. C'est que, bravo, c'est sous forme de glace, mais la Oui, parce glace... que Christophe, qui est votre prédécesseur, nous a tout expliqué. Oui, mais C'est pour ça. la glace dans le vide, elle peut s'évaporer. Eh oui. Alors pourquoi elle ne s'évapore pas? Parce qu'au fond de ces cratères, il n'y a jamais de lumière qui rentre, surtout au pôle sud. Au pôle sud, l'élévation des cratères est telle qu'on n'a pas d'évaporation de glace. Donc on a une ressource ici d'énergie. La glace, ce n'est pas seulement de l'eau liquide, c'est vraiment une ressource d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on peut, avec un électrolyseur, transformer en hydrogène en oxygène, utiliser des piles à combustible et avoir de l'énergie, on va dire, en quantité. Merci Antonio Delfino, passionnant. On arrive à la fin de cette émission. Il faudra qu'on refasse un nouveau deuxième numéro en d'En route route pour pour l'espace. l'espace. Merci, rappelons que vous êtes directeur et cofondateur donc, de Venturilab en Suisse. Merci. Ce En route pour demain est terminé. On vous souhaite évidemment un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis à la fois sur BFM Business mais aussi sur Tech & Co. À bientôt. Merci beaucoup. BFM Business et Tech & Co présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.